Don Hébert, bonsoir. Bonsoir, monsieur Hyacinthe. Merci d'accepter de venir sur le plateau de Sans Filtre. Merci pour la considération. L'émission où toutes les questions sont permises et posées sans tabou. Alors, vous êtes Don Hébert, on vous connaît, on vous suit. Vous avez à un moment donné, vous étiez actif aussi sur le plan politique. C'est vrai qu'on ne vous entend pas beaucoup sur ce plan dernièrement, mais vous faites aussi des sorties et vous continuez à le faire. Avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, on vous permet de nous faire un bref aperçu de votre parcours avant qu'on puisse entrer dans le vif du sujet. D'accord. Merci pour l'invitation, surtout pour la considération. Don Hébert, juriste politologue de formation, écrivain, poète, essayiste et coach certifié en art oratoire. Par ailleurs, promoteur du cabinet international dénommé Art Oratoire Sans Frontières, basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ouais. Pourquoi basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire? Basé à Abidjan parce que Abidjan, c'est une terre un peu ouverte sur le monde, terre africaine. Hein? Je voudrais préciser, il y a beaucoup d'Africains là-bas et il y a beaucoup d'opportunités. Alors, vous êtes coach en art oratoire. Moi, j'ai juste envie de... Vous faites partie des rares Indiens qui sont sollicités un peu partout en Afrique. Et j'ai envie de vous demander comment est-ce que vous êtes arrivé à vous imposer de cette manière-là? C'est une formation qui m'a un peu propulsé en coaching spécialisé. Je crois que j'ai été presque fabriqué par un grand orateur guinéen, en la personne de Yamoussa Sidibé, grand écrivain. C'est lui qui m'a un peu repéré et qui m'a littéralement formé, fabriqué. Et qui m'a dit que je pouvais justement faire non seulement la même chose que lui, mais peut-être un peu plus. Je le dis avec beaucoup de modestie. Donc l'art oratoire, avec moi, c'est une histoire qui date d'un peu plus de 5 ans. On a pratiquement commencé les premières éditions de formation en art oratoire, ici même au Tchad, en 2018, en octobre, si je ne me trompe pas. Et de fil en aiguille, au gré des circonstances, les choses se sont faites. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un concept, c'est presque une école, c'est un courant. Nous sommes sollicités, vous l'avez dit, un peu partout en Afrique. Nous avons fait déjà plus de 10 pays dans le cadre de ce que nous appelons les tournées africaines de formation. Et nous avons modestement formé plus de 5000 jeunes. Nous rencontrons souvent des jeunes, des étudiants, des leaders, des personnalités de la société civile, des hommes, des femmes de médias, des hommes, des femmes de culture, etc. Et même des hommes politiques que nous accompagnons, que nous fabriquons aussi d'une certaine manière. Et le cabinet, par exemple, Art Oratoire Sans Frontières, ne fait pas que de l'art oratoire. Nous sommes également dans la communication politique, dans le civic leadership, dans la communication des organisations, la rédaction de projets, la rédaction administrative, et nous offrons également des services de correction de livres, de documents, de mémoires, de thèses, etc. Alors, très bien. Vous avez participé au Forum national de la jeunesse. On a envie de demander, mais c'est quoi le bien fondé d'un tel événement? Forum national de l'emploi, si vous voulez. Pas de la jeunesse. Pardon. De Forum national de l'emploi. Oui. J'allais dire. En tant que modérateur, d'accord. Je n'ai pas été totalement impliqué comme organisateur, mais en tant que modérateur, j'ai fait mon travail, j'ai apporté ma part de contribution, ma part du colibri. Et je crois que globalement, ça s'est bien passé. C'était un événement qui faisait rencontrer des opportunités, je crois. Surtout pour les participants, c'était une occasion de faire un peu du relationnel, de s'ouvrir au monde, de côtoyer quelques experts venus d'ailleurs. Je crois que chacun s'est fait une opinion de ce qui s'est passé. Alors, et allez-y, finissez. Oui. Et moi, en tant que modérateur, j'ai bien fait mon travail, je crois. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer un taux de chômage aussi élevé dans un pays comme le Tchad, où on dit qu'il manque de compétences, alors qu'il y a des diplômés sans emploi qui sont en chômage? Moi, je crois que ce n'est pas parce qu'on est diplômé qu'on doit automatiquement travailler. Je ne suis pas de ceux qui pensent de cette façon. Exemple simple, le Tchad manque de médecins, mais il y a des médecins qui chôment. Il y a des médecins qui chôment. Je crois que c'est un problème systémique qu'il faut chercher à... Ce temps d'émission ne permettrait pas forcément de résoudre cela ou d'expliquer cela. Mais c'est notre système de gouvernance qui ne marche pas, qui est complètement bousillé et qui fait que on forme, par exemple, fondamentalement des chômeurs,
mais pas des gens qui sont prêts à être employés dans les entreprises ou dans les organisations. L'État n'est pas un grand pourvoyeur d'emplois dans ce pays. Les entreprises devraient faire beaucoup plus que l'État. On n'observe pas totalement cela et c'est un vrai défi. On en a parlé tout au long de ce forum de l'emploi. Je suis de ceux qui ne demandent pas d'emploi dans ce pays. Moi, j'offre des compétences, des services et je suis peut-être parfois un peu plus radical sur ces questions-là de chômage, d'emploi, etc. Mais c'est mon avis. Très bien. Finalement, tout laisse. Hein. Tout laisse, oui. Un tout peu. Laisse. Tout laisse. Vers la Est-ce qu'on est en train d'aller vers la dislocation de la coalition pour un Tchad uni? Non, mais c'est déjà acté. Hein, je peux me tromper, hein, mais c'est déjà acté. Et il y a une nouvelle coalition, je crois, qui a vu le jour hier. DAR. La DAR. Oui. Une dynamique Très bien. pour l'alliance républicaine, si je ne me trompe pas. Alors, vous avez milité à un moment donné dans le parti Les Transformateurs. Après, vous avez démissionné. On va vous demander, mais quelles sont les leçons que vous avez tirées de cette période, de cet engagement politique que vous avez eu? Je ne regrette absolument rien. Et je le dis avec beaucoup de... c'est d'une effroyable sincérité que je dis cela. Je ne regrette absolument rien. C'était une expérience pour moi. Une grande expérience parce que c'était un premier engagement politique. Moi, je venais de finir les études. J'avais autour de 25 ans, je crois. Et je crois qu'à l'époque, j'étais le plus jeune conseiller politique ici au Tchad, dans un parti aussi important comme les Transformateurs, mais surtout dans ce marigot politique que vous connaissez, que nous connaissons, avec ses tares, ses difficultés, ses zones d'ombre, etc. Ce que je tire comme leçon, c'est que il faut toujours se battre. Il faut toujours se battre. Et il faut avoir des principes, il faut s'accrocher à ces principes, il faut avoir des valeurs, il faut se construire une certaine personnalité, il faut tout faire pour garder son indépendance. Ce parti m'a appris à fonctionner comme cela. Je n'avais pas signé de contrat avec les Transformateurs. Et je vous parle en tant qu'ex-fondateur du mouvement, les Transformateurs, avant de devenir le parti Les Transformateurs. Le parti Les Transformateurs. Je n'ai pas été que militant. Donc, il faut que les choses soient aussi un peu claires. À vous êtes écrivain. Moi, j'ai milité donc pendant 3 ans. Pourquoi le succès cache Masra? Ou bien le succès cache-t-il Masra? Je ne sais pas si c'est bien le titre de votre livre, oui. L'un de vos livres. Hein. Oui, voilà. Justement. Donc, moi, j'ai envie de vous demander, pourquoi vous avez écrit ces livres? Est-ce que vous l'avez lu? Oui, je l'ai lu, mais pas en totalité. Mais voilà, pourquoi vous l'avez écrit? Non, mais c'est un livre de démission, d'accord? C'est un livre hautement politique, c'est un essai. Et c'est un livre de quelqu'un qui n'a pas été d'accord sur beaucoup de choses au sein de sa formation politique. Je me suis frayé mon chemin. Je crois qu'en écrivant ce livre, en le rédigeant, je n'ai consulté personne. Tout comme quand je m'engageais au sein de ce parti, à part les consultations politiques, enfin familiales, les conseils, etc. J'ai démissionné un peu comme quand je rentrais dans ce parti, de façon volontaire, de façon tout à fait indépendante. Et j'ai bonne conscience. Jusque-là, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je n'étais pas d'accord sur le manque de transparence au sein du parti, le manque d'intégrité au sein du parti. Je n'étais pas d'accord sur le changement du jour au lendemain d'une certaine méthode de faire les choses, de la vision même du parti, etc. Donc c'est tout cela qui a fait que je me suis senti, et surtout en tant qu'intellectuel, fondamentalement, si vous voulez, choqué, outré par ce qui se passait. Et vous savez, dans la politique, les intellectuels sont un petit peu difficiles à gérer. Je suis parti. Alors, vous savez, votre livre, ça fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup. À l'époque, parce que, peut-être parce que vous avez inclus dans ce livre les aspects peut-être privés de la vie de votre ami, ou sinon, on dirait votre président, si vous voulez. Oui. Et pourquoi vous avez décidé d'inclure ces éléments personnels de sa vie privée dans cet ouvrage? Non, mais c'était un livre que je voulais comme une totalité. Comme une totalité. Vous savez, quand on parle d'un leader,
Et ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre quand vous parlez des gens comme Hollande, Hitler et tous ces grands leaders que nous connaissons, qui ont leur part d'ombre, etc. Quand on veut parler du leader ou d'un certain leadership qui s'exerce quelque part, il faut prendre la chose dans la totalité. Moi, je connais Succès Masra comme frère, comme ami. Je connais l'homme, je connais tout l'homme. D'accord? Je fais partie des rares personnes qui ont fabriqué politiquement Succès Masra. Et je le dis avec beaucoup de modestie. Ceux qui me connaissent connaissent un peu la gravité de ce que je dis. Donc, quand on veut parler de cet homme-là, il faut aussi avoir le courage parfois d'aller plus loin. Quand on parle des autres, j'ai l'impression que ça passe. Mais quand on pointe du doigt ce qui se passe là-bas, ça ne passe pas. Non. Est-ce que ce n'est pas dans un intérêt de le détruire politiquement? Non. Vous savez quand même que ce livre il était déjà presque détruit. Je l'ai dit sur le réseau des citoyens. Demain, quand on va poser la question pour savoir qui a politiquement tué Succès Masra, je pense que la première réponse, c'est Succès Masra. S'il n'a pas le courage de dire cela, ce n'est pas un don. Je suis tellement petit pour détruire Succès Masra. Je pense que s'il écoute cela, il risque de ne pas être d'accord avec vous. Je ne l'ai pas détruit. Moi, j'ai juste, en tant qu'intellectuel, voulu aborder la question de ma démission et de tout ce que je ne concevais pas dans la totalité des choses. Si vous étiez président d'un parti et que quelqu'un vous faisait ça, est-ce que vous allez aimer? Est-ce que ça ne vous dérangerait pas? Ce serait sa liberté de penser, d'agir. Et je crois que Succès a beaucoup appris de ce qui s'est passé. Moi aussi, j'en ai tiré des leçons. J'ai demandé publiquement pardon à tous ceux qui ont été choqués par ce livre. Je suis chrétien, je conçois très bien que beaucoup de gens n'aient pas aimé le contenu de ce livre, ou cette partie, si vous voulez. Je l'ai fait de façon honnête, de façon publique, et chacun de nous deux, et tout le monde a tiré des leçons. Vous n'avez pas été instrumentalisé? Non, non. Vous savez, beaucoup de choses ont été dites après ma démission, ou même au moment où je démissionnais, il a été acheté. Vous savez, les arguments qu'on sert toujours quand de telles choses se produisent. Vous pensez, quand vous me regardez droit dans les yeux, que je peux être acheté à hauteur de 5 millions ou à une valeur d'une Corolla? Est-ce que vous pouvez me citer quelqu'un? Et je parle d'un système politique qui nous connaît bien, qui nous a gouverné qui nous gouverne depuis plus de 30 ans et qui ne sait pas garder les secrets. Alors, au-delà de votre controverse, au-delà du controverse que le livre a créé, vous n'avez jamais arrêté, en tout cas, d'analyser politiquement la vie politique tchadienne. Moi, je vous demande, comment est-ce que vous évaluez aujourd'hui l'état de l'opposition au Tchad? S'il y a opposition, je ne vais pas parler de l'opposition au singulier, parce que je crois que c'est une opposition tellement plurielle aujourd'hui. Il y a une opposition au système qui est là, dont on voit l'ombre, même quand on se réveille. Mais il y a une autre opposition dans le système, donc une opposition presque fabriquée. Et si je peux me permettre de parler un peu d'actualité, je crois qu'on est encore en train de fabriquer une certaine opposition pour les enjeux électoraux, législatifs, etc., qui sont devant nous. L'opposition radicale comme ce qu'on a connu, j'ai bien peur que cela soit observable aujourd'hui. Je crois que, si vous voulez qu'on parle par exemple un tout petit peu du parti Les Transformateurs, je crois que l'opposition radicale chez les transfos ne sera plus visible pour beaucoup de temps encore. Tant que, et c'est une vérité apparemment crue que je vais dire, tant que Kaka sera au pouvoir, tant que ce système-là continuera, Succès n'aura plus son poids d'opposant d'antan. Ce n'est plus possible. Parce que beaucoup de choses se sont passées. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Qu'est-ce qui a fragilisé cette opposition? Bon, je vais parler des transformateurs. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, les transformateurs ne pourront pas, ou bien plus, devenir cette force d'opposition radicale? L'imposture politique. L'imposture politique. Les jeux de... un manque de courage, un manque d'audace, etc. Mais l'accord, par exemple, de Kinshasa, si on peut, en 2 secondes,
y revenir. L'accord de Kinshasa a brisé beaucoup de choses. Aujourd'hui, je crois qu'on est sorti de la commémoration, n'est-ce pas, de la journée du 20 octobre, il y a 2-3 jours. On est même incapable de réclamer justice pour ce qui s'est passé. On est incapable. Non seulement au niveau national. Parce que les acteurs sont amnistiés. Mais non seulement au niveau national, mais au niveau international. Le discours assez musclé qu'on écoutait ne pourra peut-être plus revenir sur la scène politique tchadienne. Et ceux qui sont morts, malheureusement, ils sont partis. Je pense que tout le monde n'a pas été transformateur, tout le monde n'était pas forcément militant du parti. Succès n'est pas pénalement responsable. Moi, j'ai fait du droit, je sais distinguer les choses. Succès ne peut pas être pénalement responsable de ce qui s'est passé. Mais il faut aussi avoir le courage de dire qu'au moins, moralement et politiquement, il est responsable de ce qui s'est passé. Il a manqué de tact, il a manqué de sagesse et il n'a pas été prudent. Le succès que je connaissais et qui était balèze en matière d'anticipation politique, en matière d'études politiques, ce succès-là, pour le 20 octobre, il a commis une erreur. Et je suis modeste. Il a commis une faute. Et malheureusement, c'est une faute qui va le rattraper encore pour longtemps. Je ne veux pas personnaliser cet entretien, cette entrevue, bien sûr, mais bien sûr. je parle simplement de ce qui se passe. Alors, vous qui avez milité, en tout cas au sein d'un parti, qu'on dira de l'opposition, peut-être que ça ne l'est plus, mais pour vous, qu'est-ce qui manque, n'est-ce pas, à l'opposition tchadienne pour devenir une véritable force de changement? Qu'est-ce qui manque à l'opposition tchadienne? Nous manquons de passé. Je crois que nous apprenons beaucoup moins des erreurs de tous ceux qui nous ont précédés. On est en train de faire ce qu'on a fait à Lul Mohamed Choua à un certain nombre d'opposants, encore un petit peu crédibles aujourd'hui. Allez savoir l'histoire, Lul Mohamed Choua. On est en train de faire à un certain nombre de leaders encore un peu crédibles ce qu'on a fait à Yoronga, ce qu'on a fait à Saleh Kebzabou. Allez savoir, on n'a pas le temps pour rentrer dans toute cette histoire. On a fait rentrer, y compris les succès Masra, on a fait rentrer tout ce monde dans un entonnoir. On les a pressés, compressés. Aujourd'hui, ça va être difficile, très difficile de s'imposer comme opposant farouche face à ces systèmes en place, avec tout ce qui s'est passé. SM a vraiment cru que le jeu politique et électoral allait changer après la présidentielle. Quelle alchimie? Par quelle alchimie? C'est une interrogation. Oui. Ce seraient les mêmes méthodes dans législative comme à la présidentielle pour vous? Oui. Je crois que SM en tant que PM à l'époque, il a participé à la mise en place d'un certain nombre d'institutions, dont l'Ange. Et lui-même, je crois qu'il l'a dit, il l'a répété plusieurs fois, il croyait en ces institutions. Il avait la bonne foi dans tout ce qu'il faisait, parce qu'il a participé à cela. Et aujourd'hui, c'est la même personne, la même personnalité qui nous dit que tout cela ne marche pas. Encore qu'il n'a pas très clairement dit que c'est lui qui a gagné la présidentielle et que Kaka n'a pas gagné la présidentielle. Il ne l'a toujours pas dit clairement. Et il n'a pas toujours réclamé la victoire. De façon claire. Je le dis parce que tous les Tchadiens qui nous écoutent peuvent en témoigner. Il ne l'a pas dit. Donc, vous voyez la difficulté, c'est à quel niveau? Quand le congrès s'est passé, la difficulté, c'est au niveau de est-ce qu'on y va ou pas? Et quand on y va, qu'est-ce qu'on va analyser de tout cela? Qu'est-ce qu'on va en dire? On va dire qu'on a acté finalement la victoire de Mohamed Kaka. La victoire à la présidentielle du CIMA. On n'y va pas. Mais le risque, c'est quoi? C'est la lassitude dans le grand nombre. Le risque politique, c'est la lassitude. C'est un risque réel. C'est que des gens vont devenir des mendiants presque de l'espoir tous les jours. On va se demander, ça va venir d'où, ça va tomber d'où, etc. Le changement. Et on va peut-être attendre jusqu'à 5 ans, 10 ans, peut-être même un peu plus. Sauf que beaucoup de choses vont se passer. Par exemple, si les transformateurs ne vont pas aux élections, législatives notamment, peut-être qu'on prendra des décisions plus tard. Contre non seulement ce parti, mais contre tous les autres. Succès avait commis cette erreur-là, de ne pas aller au DENIS, etc. Mais il a été le Premier ministre qui a mis en application ce qui s'est passé, les décisions, les recommandations et tout le reste. En tout cas, en partie. Et aujourd'hui, il risque, je le dis en toute objectivité,
c'est une analyse politique. Bien sûr. On peut ne pas être d'accord là-dessus. Il risque de tuer des rêves, de tuer des ambitions au sein de son propre parti. Je crois que parce qu'il a été à la présidentielle et parce que beaucoup de choses n'ont pas été acceptées en termes de conditions, je crois que la réelle politique, la moindre des choses à faire, c'était de courir le risque d'aller au législatif. Et de faire le jeu. Et plus tard, peut-être de se retailler une autre chemise, si vous voulez, d'homme intègre ou une autre chemise de loyauté en politique, d'intégrité en politique. Mais quand on joue à ce jeu-là, de cache-cache, ce jeu d'autruche, je crois que ça ne va pas. Alors, le GCAP, qui est une coalition des plusieurs partis de l'opposition, si vous voulez, est en train de boycotter les législatives. Si les transformateurs ne vont pas, comment est-ce que vous voyez le législatif se dessiner? Non, mais ça va se passer. Et je ne parle pas au nom du système en place. Le président de la République a déjà fait une annonce à ce sujet en réunissant beaucoup de chefs de parti. Je crois que, sauf changement de dernière minute, je crois que les élections vont se passer. Alors, le problème, c'est justement, si on n'y va pas, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut travailler sur soit le boycott, soit une autre possibilité. Il faut mettre en place un autre rapport de force. Et c'est là où ça va être très compliqué, surtout avec les transformateurs. Parce qu'il y a encore, je l'espère, l'accord de Kinshasa qui est en vigueur. Si cet accord n'est pas en vigueur, alors on peut imaginer tout ce qu'il y a à imaginer. Qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui? Les élections présidentielles se sont passées, avec toutes les analyses qu'on peut y faire, avec des revendications, si vous voulez. Certains n'ont pas accepté les résultats, d'autres l'ont accepté et tout. Mais quand même, ça n'a pas empêché au président Mahamat Idriss Déby aujourd'hui de diriger le Tchad. La question qu'on demande, comment est-ce que vous évaluez l'état de la gouvernance aujourd'hui dans ce pays? C'est une gouvernance qui est calamiteuse. Et pour ceux qui connaissent un peu mon viatique langagier, je ne joue pas avec ces choses. C'est une gouvernance qui est calamiteuse. Ceux même qui sont dans le système l'avouent. Le développement au Tchad, c'est un langage qui est encore mystérieux. Le développement. Parlons des choses beaucoup plus pratiques. L'accès à Internet, l'accès à l'énergie, l'accès à l'électricité, l'école, l'université. Nous sommes dans une sorte de grève depuis 2-3 jours à l'université. Je crois que le calendrier même de ces élections-là, c'est une erreur. Si on veut être honnête avec soi-même, il faut arrêter tout cela. Arrêter tout cela, non pas peut-être pour répondre à des caprices, aux caprices des uns ou des autres, mais si on aime ce pays, il faut arrêter cela. Vous proposez un report? Régler, je ne peux pas forcément reprendre les mots de certains leaders politiques, mais il faut arrêter cela et c'est une question de bon sens. C'est une question de bon sens. Parce que ce pays a beaucoup d'urgence en dehors de l'organisation de ces élections législatives. Je comprends peut-être le bien fondé qu'il y a derrière justement ce calendrier, en finir avec la transition, la suite de la transition, etc. Avoir des députés, tout ce qu'on veut. Mais franchement, ça ne nous aide pas. Ça ne nous élève pas en tant que société, en tant que nation. Alors, ce pays a une gouvernance qui est calamiteuse et nous ne sommes pas un exemple. Qu'est-ce que vous dites de la gestion par le gouvernement des catastrophes naturelles? On va parler plus précisément des inondations. Hier, ça chauffe actuellement à Walia. Qu'est-ce que vous dites de la gestion de ces catastrophes par le gouvernement? Je crois que cette affaire d'inondation, cette histoire sans eux d'inondation est devenue un business dans ce pays. C'est un vrai business dans ce pays. Ça profite à beaucoup de personnes. Et ça profite même à des institutions dans ce pays. Chaque année, on va parler d'inondation. Je crois que, si je ne me trompe pas, un forum est en train d'être organisé, d'être tenu là, sur la question des inondations, etc. On ne peut pas parler de la gestion des inondations quand les inondations sont déjà là. Et quand beaucoup de personnes averties ont alerté des mois en avant. Beaucoup de personnes. Yacine, je crois que vous pouvez attester de cela. Beaucoup de personnes averties, beaucoup d'intellectuels ont dit, si nous ne prenons pas en garde notre pays, l'eau risque de nous inonder. Mais ce n'est pas une inondation, c'est une catastrophe.
qu'on ne vienne pas nous parler de gestion de tout cela. C'est un business qui se passe. C'est-à-dire, si on arrête aujourd'hui de parler d'inondation dans ce pays, beaucoup de gens risquent de ne pas s'en sortir. Si vous avez si on vous demandait de proposer des mesures concrètes pour résoudre cette question, qu'est-ce que vous proposeriez? Mesures concrètes? Oui. Pour faire face à cette situation. Non, ce qui est concret, c'est déjà la catastrophe. Ce qui est concret. Sortons de là. Et il faut vraiment revoir tout le système. Il faut revoir tout le système. Ça ne marche pas. C'est un système qui est pourri, franchement, à tous les niveaux. Et je crois que ça ne marche pas. Le plus concret pour les Tchadiens qui nous écoutent, c'est qu'ils sont en train de mourir. Et le gouvernement, face à tout cela, continue d'organiser ses voyages à l'étranger, de faire un peu de la farce. Moi, j'ai été choqué. Je vous le dis en tant que citoyen. J'ai été choqué de la sortie du Premier ministre. J'ai été tellement choqué. Sortie du Premier ministre quand il y a eu coupure d'Internet. 2 jours de suite. 2 jours. Il a eu le courage de lire un discours pour traduire la colère non seulement du gouvernement, mais du peuple tchadien. Mais franchement, qu'on ne continue pas d'infantiliser ce peuple. C'en est de trop, là. Il fallait prendre des mesures concrètes, comme vous le dites. Coercitives. Mais des mesures coercitives. Parce que cette téléphonie mobile, ce n'est pas une accusation fortuite, on le sait, ont déjà l'habitude de la chose. Et je crois que quelque part, je le dis aussi à cœur ouvert, peut-être que c'est en complicité avec le gouvernement. On nous cache peut-être des choses. Alors, on est déjà presque arrivé aussi, pour ne pas dire qu'on est à la fin de cet entretien. Déjà? Oui, déjà. Ça passe très vite quand même. J'ai envie de vous demander, chez Don Hébert, vous avez quitté les transformateurs. Aujourd'hui, comment est-ce que vous projetez votre avenir politique? Vous prévoyez créer un autre mouvement ou bien créer un parti politique, ou bien vous projetez peut-être rejoindre un parti politique dans le futur, ou bien qu'est-ce que vous faites finalement? L'avenir n'est pas que politique. J'ai l'impression. Mais on se focalise sur cet aspect. Oui. Un peu sur cet aspect politique. Sur mon avenir politique, même si j'avais des choses à dire, je ne le dirais pas ici. Je crois que j'ai beaucoup de défis au plan personnel. Je continue de me former, je continue d'apprendre, je continue de donner un peu de mes modestes compétences surtout aux jeunes qui me ressemblent, qui connaissent les mêmes réalités que moi. Pour la politique, si Dieu le permet, peut-être que je reviendrai, et s'il le décide. Mais si Dieu ne le permet pas, je pense que ce ne serait pas une aventure utile. Quels sont vos projets les plus imminents? Les plus imminents? Oui. J'ai envie de faire ma thèse. Ça, c'est un projet imminent. Je manque de moyens, je le dis honnêtement, mais Dieu va permettre que je fasse ma thèse, soit en droit public, soit en sciences politiques. Merci. Parce que je suis nanti d'un Master 2 en droit international public. Merci Don Hébert, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Merci d'avoir accepté, en tout cas, de vous prêter à ce jeu de Sans Filtre. Merci, mon cher Hyacinthe. On vous a posé toutes les questions, pas toutes quand même, mais voilà, on les a posées librement et vous avez répondu aussi. Nous vous remercions d'avoir accepté le principe de cette émission. Merci de m'avoir invité. Merci. Merci bien.